à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, on retrouve Marie Chaperon, infirmière, thérapeute dans le domaine de l'hypnose. Bonjour Marie. Bonjour. Et Jean-Claude Bouillant, qui est le président de l'UTL de Guichen. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et donc nous allons continuer notre discussion avec Marie Chaperon et donc lui demander comment se passe effectivement une séance dite d'hypnose simple. Moi j'ai lu un peu, on parle d'induction, on parle d'injonction, de suggestion, d'imagination, de relaxation avec les enfants, d'utilisation d'aspects plutôt ludiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Déjà, c'est quoi une induction? C'est quoi une injonction? Et comment vous procédez par suggestion, imagination? Et comment vous relaxez? Ça dépend probablement d'un patient à un autre. C'est différent selon les personnes. Exactement. Déjà, ça dépend d'une personne à une autre et surtout de sa demande. D'abord, la première question, l'induction. Qu'est-ce qu'une induction? Alors, l'induction, c'est ce qu'on appelle une façon de mettre la personne en transe hypnotique. Alors c'est quoi une transe hypnotique? Dans un état hypnotique. Un état hypnotique, c'est un état de conscience modifié. Il y a plein de façons d'avoir un état de conscience modifié. Vous pouvez avoir un état de conscience modifié très léger, comme on peut approfondir cet état au fur et à mesure des séances. À savoir, pendant la séance, une fois que on commence, la personne va continuer à tout entendre. Il n'y a pas de sommeil. La personne ne dort pas. Elle peut dormir, mais c'est qu'elle s'est endormie, simplement. Mais sinon, une personne en séance, c'est important de le savoir, elle va continuer de tout entendre. Elle va entendre, mais elle va écouter aussi et interpréter également, oui, non? Oui, bien sûr. Il y a une partie d'elle qui est en train de travailler et une autre partie intérieure qui commente. Souvent, les personnes me disent, je vous écoutais et puis des fois, je commentais ce que vous disiez ou j'allais penser à ma liste de courses ou je revenais. C'est normal. D'accord. C'est tout à fait normal. Et donc cette induction est faite pour amener la personne vers cet état de conscience modifié. Pourquoi le terme trans? Le terme trans, il est utilisé de plusieurs sortes différentes. Vous avez la transe de type qu'on appelle à la base, est souvent utilisée pour transe chamanique en premier lieu. Mais entrer vraiment en transe, c'est dans l'hypnose, j'entends. D'accord, c'est oui, vraiment bien sûr. D'entrer dans un état un peu différent de celui habituel, de l'état d'éveil habituel. Néanmoins, quand vous êtes en transe hypnotique, vous n'avez pas l'impression forcément de l'être. Vous avez cette impression d'être présent complètement. Donc, il y a autant de trans que de personnes et que de manières, finalement, d'induire. Ok. Alors, une fois que vous avez atteint cette transe hypnotique, vous allez procéder comment? Alors, une fois que c'est atteint, alors bien sûr, il n'y a pas de formule magique. On ne sait pas de vue de l'extérieur. On n'a pas forcément de points qui permettent de dire elle est maintenant en transe hypnotique. Ah oui, alors comment vous pouvez évaluer que vous allez pouvoir aller plus loin ou pas? Ça va dépendre de l'objectif. Il y a des personnes où elles vont simplement, je dirais, fermer les yeux et il y a un état hypnotique qui s'installe très rapidement. On le voit, il va y avoir des petits détails, tout de même des petits détails comme le battement des paupières qui va être un petit peu plus rapide. Généralement, il y a le visage qui se relâche tout de même un petit peu, ou alors la respiration qui se modifie. Mais chez certaines personnes, il n'y a rien de tout ça. Et pour autant, la personne peut être en transe hypnotique. Alors comment vous pouvez savoir s'il n'y a rien de tout cela?
Eh ben, c'est ce que l'on appelle vérifier quelque part cet état de transe. Alors ça peut être par exemple de demander à la personne un geste bien précis à l'inconscient. Un geste, alors souvent c'est ce qu'on appelle un signe idéomoteur, c'est de demander à l'inconscient de faire bouger un doigt. Alors ça peut paraître un petit peu fou vu de l'extérieur, mais ça va permettre de voir si l'inconscient est bien présent pour travailler. Donc si la personne bouge le doigt, ça va pouvoir signifier quelque chose pour vous? Potentiellement, oui. D'accord. Ça va pouvoir montrer que cet état s'est installé. Néanmoins, c'est arrivé de être persuadé que la personne ne partait pas du tout, entre guillemets, et que, pour le coup, je n'avais pas forcément trouvé la façon de l'y emmener. Et pour autant, la personne y était. Très souvent, dans les personnes qui sont somnambules, qui vont avoir une transe hypnotique très remuante, qui vont ouvrir les yeux, même se lever, bouger, marcher, et qui pour autant étaient en transe, puisqu'elles étaient en état que l'on appelle somnambulique. D'accord. C'est un peu impressionnant, mais ça arrive aussi. Dans votre cabinet? Oui. Oui, tout à fait. Et donc vous laissez faire? Oui. Oui, bien sûr. La porte est fermée. Toujours mieux, oui. Ils ne s'en vont pas. Mais oui, il y a des personnes qui, une fois dans cet état de conscience modifiée, vont avoir des trans hypnotiques très mobiles. Voilà, elles vont faire des gestes, elles vont bouger, et d'autres qui vont être totalement immobiles. C'est très variable, quoi. Que ce soit. Autant de trans que de personnes. Oui. Est-ce que vous avez des différences de comportement, que ce soit un homme, une femme ou un enfant? Oui, non. 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 Il n'y a pas en tout cas de comportement commun en hypnose aux enfants ou aux adultes, aux hommes ou aux femmes. Peut-être que les hommes auraient une petite tendance à s'endormir un petit peu plus. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez les faire rentrer plus facilement en transe hypnotique, c'est ça? Oui. Oui, ou en tout cas, les hommes ont peut-être une capacité à relâcher peut-être plus facilement qu'une femme. D'accord. Alors une fois que vous avez atteint cet objectif-là, vous allez aborder les aspects, faire appel à la suggestion, à l'imagination. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors cela va toujours, pareil, dépendre de l'objectif de la personne. Oui. On peut travailler sur le côté imagination. Alors en sachant que moi, dans ma façon de pratiquer, je ne suggère aucune image. C'est-à-dire que au cours de mes séances, je fais participer la personne. Parce qu'une personne en transe hypnotique peut toujours communiquer, parler, il suffit de lui demander. Donc je pose des questions à la personne pour qu'elle me partage ses images, ses ressentis ou ses représentations intérieures pour pouvoir l'aider à avancer. C'est d'aller voir cette partie d'elle qui a besoin de travailler ce jour-là et d'en faire une image, une métaphore. Mais c'est la personne qui construit sa métaphore. Oui, mais donc je fais parler les personnes. Mais vous allez la suggérer, la métaphore, non? Non. Non. Moi, je n'en suggère pas. Alors voilà, c'est un peu comme je vous dis, il y a autant de façons de pratiquer aussi que de praticiens. Pendant plusieurs années, je suggérais des images, des trames, en fait, une trame de métaphore. Et je me suis rendu compte que à plusieurs reprises, en fait, tout simplement, je me suis cassé le nez. Donc ça m'a fait remettre en question, car mes images ne correspondaient pas à la personne, à celle de la personne. Vous voyez? Et de suggérer une image qui ne correspond pas à la personne, la personne ne voit pas, et pour le coup, potentiellement se met en échec. À la fin, elle me disait, j'ai pas vu ce que vous m'avez dit, donc je pense que ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit, voilà, je vais fonctionner autrement. Oui. Alors comment vous fonctionnez? Alors comment je fonctionne? Je leur laisse le libre cours. Je pose des questions. Je leur demande, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Que ce soit une image claire ou une forme, une couleur. Je leur laisse libre choix. D'accord. Alors, le positif, c'est que c'est vraiment la personne qui construit sa séance. C'est la personne qui avance à son rythme. Le moins positif pour le praticien, c'est que l'on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça termine. Oui, donc, alors, la difficulté serait de cadrer le temps. Justement, alors une séance d'hypnose, ça dure combien de temps alors? C'est aléatoire. Pour les enfants, je dirais entre une demi-heure, 1 heure, en fonction des petits ou pas. Et en adulte, ce serait grand minimum 3/4 d'heure, mais vraiment minimum. Et au plus, je suis à 1h30.
D'accord. Ok. Donc, alors, une fois que vous avez enclenché en quelque sorte le processus dans lequel le patient finalement structure lui-même sa propre séance, c'est ça, hein? Oui. Une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser aller, et à partir de quel moment vous allez vous dire maintenant on va arrêter, parce que finalement vous pouvez pas savoir comment les choses vont évoluer pour un patient ou pour un autre. Donc comment vous allez déterminer le moment où vous allez dire allez, on va repartir vers la conscience totale? Alors c'est souvent une demande quand je fais des formations, c'est souvent la demande des stagiaires. En fait, c'est tellement simple qu'on n'y pense pas, c'est juste de demander à la personne. Comme c'est la personne qui avance dans son image, dans son ressenti, je lui demande au fur et à mesure. Ah oui. Bon pour vous. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que l'on pourrait approfondir? Et comme la personne verbalise, c'est le côté simple de cette façon de travailler, à mon sens, elle le dit, tout simplement. Elle me dit non, là c'est bon, je suis bien. Si, il y a encore un petit quelque chose qui se dessine là, on continue. Soit. Sauf si, effectivement, le temps que je mets, le créneau commence à être atteint, la fin. Là, je suggère que le travail a déjà été bien avancé, il est déjà grand, profond, il va continuer de se faire et que là, si on se voit une prochaine fois, à ce moment-là, on va continuer d'approfondir vers l'objectif. D'accord. Donc là, vous avez fait travailler l'imagination, vous avez relaxé le patient est relaxé à ce moment-là, bien sûr. Alors ça, je nuancerais. L'hypnose n'est pas, à mon sens, je dis bien à mon sens, un état de relaxation. D'accord. Dans le sens où si on induit à la personne qu'elle sera relaxée et qu'elle n'y parvient pas, c'est toujours pareil. Si on lui dit vous allez être relaxée et qu'elle n'est pas relaxée, elle va se dire potentiellement ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez être très très tendu et être en transe hypnotique. Regardez en hypnose de spectacle. Vous savez, on met des fois 2 chaises ou 2 tréteaux et la personne est toute tendue comme une planche. Oui. On peut dire qu'elle est tendue. Oui, sûrement. Et pour autant, elle est dans une transe hypnotique profonde. Donc, on peut être très tendu au niveau du corps, ce qu'on appelle une catalepsie. Une catalepsie en hypnose, c'est un membre qui devient complètement raide. Ça peut être un membre, ça peut être les paupières. Et pour autant, la personne, justement, c'est un niveau hypnotique, le niveau cataleptique. D'accord. Voilà. Donc la personne peut être tendue, peut être détendue. Il n'y a pas nécessairement à lâcher prise. Au contraire, puisque en hypnose, quand je pratique, la personne, c'est elle qui fait sa séance, qui avance, donc il garde bien sûr la même. Il n'y a pas nécessairement besoin de savoir lâcher prise pour faire l'hypnose. C'est un peu une idée reçue. Finalement, quand vous allez arriver à la phase finale de la séance, ça va être avec l'accord du patient, quoi. Oui. C'est ça? Oui. Vous dites on est allé au bout, vous êtes d'accord? C'est ça, pour qu'il soit dans un état interne aussi agréable. Si vous stoppez une séance et que la personne n'a pas encore atteint un état de mieux-être, en tout cas, le risque c'est que la personne revienne dans un état peu agréable ou moins agréable, un état potentiellement d'angoisse. Oui, c'est important, bien sûr. Oui. Et donc, une fois que la personne dit d'accord, je vais revenir en quelque sorte à l'état de conscience totale, une fois cela, il n'y a rien à faire en particulier. Vous ne faites pas comme dans les spectacles, vous ne claquez pas du doigt pour que la personne revienne. Alors, il y a on pourrait peut-être qualifier de remontée de transe. Oui, remontée de transe. De revenir tout doucement de cet état. Oui. Pour pouvoir laisser le temps à la personne aussi d'émerger, d'ancrer, de laisser s'installer le changement qui s'est déjà fait et de remonter tranquillement. Alors, cela peut être utilisé avec un compte de 1 à 10, où on leur fait prendre une grande respiration. Il y a plein de façons de faire pour les faire revenir. Après, certaines personnes d'elles-mêmes reviennent d'un coup. Alors, ouvrent les yeux, mais certaines personnes font tout ce travail les yeux ouverts.
n'est pas nécessaire de fermer les yeux en hypnose pour que cela fonctionne. On va ensuite aborder les aspects utilisation, effectivement. Avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous donner quelques informations sur l'histoire de l'hypnose ? Ça a commencé avec les chamans, et puis après, beaucoup plus tard, je crois, un médecin du Proche-Orient qui s'appelait Avicenne l'a utilisé. Enfin, vous pouvez nous rappeler quelques éléments, si vous avez. Alors effectivement, l'hypnose, alors il y a le côté hypnose thérapeutique, voilà, qui a été exploité, en tout cas approfondi à partir du XVIIIe siècle. Mais bien avant, le côté hypnose, qui n'était peut-être pas nommé de cette façon, était utilisé, comme vous disiez, par exemple au niveau transchamanique. Oui. Qui était voilà, un état modifié de conscience, aidé avec principalement des plantes, mais qui permettait aussi un travail profond intérieur, comme voilà, les chamans, puisque les chamans qui existent toujours l'utilisaient. Après, comme je vous disais, vers le XVIIIe siècle, ça a été utilisé, mais pour ses effets thérapeutiques, que l'on travaille maintenant. Avec le médecin qui s'appelait Mesmer. Alors c'est pas le Mesmer que l'on connaît maintenant dans les spectacles. Ça s'écrit pas tout à fait pareil. Ah d'accord. Mais qui voulait expliquer ce phénomène, poser les mots et mettre quelque chose de cartésien derrière. Donc ça a été travaillé. Alors comme toute découverte, comme tout travaux, ça a été aussi décrié. Et petit à petit, ça a été utilisé dans les hôpitaux, notamment au début à la Salpêtrière, où il y a eu une première opération. C'était quand ça ? C'était à quelle période ? C'était au 19e siècle, non ? Là, on était au 18e siècle. 18e, c'est ça. Oui. D'accord. Ça a été au 18e siècle. Et à ce moment-là, il y a eu une opération rapportée qui était une opération au niveau anal, qui était vraiment douloureuse en temps normal et qui était faite sans anesthésie, uniquement avec l'hypnose. D'accord. Donc petit à petit, voilà, ça a fait son chemin. Freud aussi, l'a aussi utilisé. Alors il l'a ensuite stoppé. Il l'a utilisé une dizaine d'années, mais finalement a stoppé parce que les résultats n'étaient pas standards et satisfaisants comme il le souhaitait. Mais ça a aussi participé à sa façon de travailler ensuite, et il y a eu des excellents rendus écrits aussi. Donc ce qui fait que c'est utilisé énormément maintenant aussi en psychiatrie. Ça a pendant un petit moment, notamment avec Freud, remplacé les électrochocs, puisqu'on s'apercevait que les électrochocs, le changement ne venait pas forcément de ça, mais surtout de la suggestion qui était faite après les électrochocs. Et ces suggestions faites pendant une séance d'hypnose valaient finalement, rendaient en tout cas des résultats similaires. Parce que les électrochocs, je ne sais plus quel voltage on utilisait, mais c'était assez important ça. Hein. Oh là là. Oui. Le but, était effectivement de provoquer un choc au niveau du cerveau, mais on s'apercevait qu'effectivement avec une transe hypnotique, ou du moins avec un phénomène hypnotique, on pouvait arriver au même résultat en fonction des suggestions. D'accord. Après, c'est un sujet passionnant, mais très vaste. Bien sûr. Au niveau des mécanismes, on a quelques données, à savoir que l'électroencéphalogramme, je crois que ce sont les ondes lentes qui sont majoritairement présentes dans les conditions d'hypnose, c'est ça ? Oui, les ondes, ça serait plus l'activité θ. Alors les ondes θ, ce sont les ondes qui sont retrouvées dans les cas de profonde relaxation, où les personnes qui pratiquent la méditation de manière très intense. Oui. Donc elles sont modifiées en hypnose également à l'électroencéphalogramme, et la zone du cerveau, donc la zone du cortex singulaire antérieur, qui aussi est modifiée dans cet état. Donc il y a vraiment des signes. En IRM, on peut voir des fonctionnements accélérés au niveau préfrontal, par exemple, etc. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc le phénomène de transe est vérifiable
en IRM ou en électroencéphalogramme. Oui. Mais par contre, les études qui sont plus difficiles à faire, c'est sur le résultat en hypnose. Oui. Voilà. Mais le phénomène en lui-même, oui, est visible. Ouais. Les utilisations de l'hypnose, vous en avez parlé un peu, c'est la psychothérapie, entre autres, par rapport à des événements traumatiques, ou par rapport aussi à des traitements difficiles que vit le patient dans des conditions telles que la poliomyélite ou des processus pathologiques tels que le cancer ou autres. C'est cela ? Alors, l'utilisation de l'hypnose est vaste. À savoir que, comme toute thérapie, nous ne sommes pas dans la guérison, nous sommes dans l'accompagnement. Vous avez notamment, effectivement, dans l'oncologie, dans les cancers, les cas de cancer, on va pouvoir, avec l'hypnose, accompagner. Beaucoup maintenant de services d'oncologie proposent, avec des psychologues qui se sont formés à l'hypnose ou des infirmiers, d'accompagner, notamment pour l'accompagnement pour la douleur, l'accompagnement aussi de l'acceptation. C'est pas simple, de la paix un peu avec soi-même. Bah oui, notamment dans le cadre des soins palliatifs, sûrement aussi, on a sûrement recours à l'hypnose, pas mal. Ouais. C'est de pouvoir accompagner des personnes en soins palliatifs avec l'hypnose, c'est aussi magnifique que difficile, mais avant tout magnifique. Bien sûr. Il y a ce type de demande. Vous avez aussi en hypnose, alors on pense à tout ce qui est traumatisme, mais il y a aussi tout ce qui est anxiété, phobie. Vous avez aussi les pertes de poids ou les prises de poids. Ah oui. Donc, les problèmes de poids en général. On parle beaucoup actuellement, vous savez, l'OMS parle de globésité, c'est-à-dire de l'obésité à l'échelon du globe. Donc c'est une nouvelle expression proposée par l'Organisation mondiale de la santé, la notion de globésité. Des gens souffrent beaucoup psychologiquement, pour certains en tout cas, de leur état d'obésité, et probablement que ça peut être tout à fait utile, oui. Disons qu'en hypnose, oui, ça va être d'accompagner la personne. Alors, je travaille avec une diététicienne formidable sur la commune. On travaille de concert. Ah oui, c'est bien, ça veut travailler en équipe, c'est important, oui, bien sûr. C'est important, c'est important. Oui, elle va travailler sur tout ce qui est accompagnement et conseil, et moi sur tout ce qui est accompagnement sur les pulsions alimentaires. Voilà, les pulsions, un petit peu les remplissages que l'on peut faire pour certaines personnes, en tout cas lorsqu'il y a une contrariété, une fatigue. Donc ça va être ce côté-là en hypnose, régulation de l'appétit, mais c'est aussi, et ça on l'oublie, beaucoup de gens souffrent de la maigreur. Un corps maigre est parfois aussi difficile à assumer et accepter qu'un corps obèse. Mais on dit, ce que j'en ai lu, j'ai un ancien collègue qui a écrit un livre sur l'obésité, certains mangent beaucoup pour se protéger. Oui, dans la symbolique, dans la symbolique, une sorte de protection, d'armure. Certaines personnes utilisent le terme carapace. Ouais, c'est ça, absolument. Carapace, voilà. Donc c'est le sujet alimentaire avec l'hypnose, c'est passionnant, c'est un de mes préférés. Je m'y étalerai des heures, c'est pas objectif. Oui, on va pas avoir le temps là. C'est une très grande demande. Non, mais c'est bien que vous travaillez, enfin, vous êtes sûrement pas la seule à le faire, mais travailler avec l'hôpital, travailler avec des collègues locaux ici sur Guichen ou dans les environs, c'est important, bien sûr. C'est même primordial. Car de travailler ensemble permet justement de pouvoir orienter les personnes vers d'autres pratiques, et quand un travail en hypnose n'est pas une vérité générale, et c'est important d'envoyer la personne par exemple vers le psychologue pour un suivi au long cours. Travailler avec des psychologues du secteur, voilà, c'est important, avec les médecins, c'est important d'avoir aussi des relations avec les médecins, les pharmaciens. Tout le secteur médical et paramédical, c'est, à mon sens, c'est d'une importance capitale. Alors, en tous les cas, ce qui a été bien démontré, maintenant on va dire au niveau scientifique, entre guillemets, scientifique, c'est quoi scientifique? Enfin ça, ce serait un autre débat, que l'hypnose
est importante et est utilisée maintenant depuis pas mal de temps dans le cadre des interventions chirurgicales, puisqu'elle permet de supprimer la sensation de douleur. C'est utilisé dans différentes conditions, des opérations de la thyroïde, la mise en place de prothèses mammaires, dans le lifting, dans d'autres interventions également, opérations au niveau des dents, etc., pour les grands brûlés aussi. Tout ça, c'est bien démontré. Vous avez eu l'occasion d'officier dans ce cadre ? Alors, dans le cadre hospitalier, non. Alors, après, je forme beaucoup de dentistes qui, pour le coup, travaillent maintenant de plus en plus avec l'outil hypnotique. Alors, en hypnose, moi, je vais plutôt accompagner en amont d'une intervention, par exemple. Voilà, pour que les personnes puissent avoir les outils pour se plonger dans un état qui va leur permettre, alors soit de baisser le niveau d'anxiété, ça c'est possible, ou de créer elle-même une sorte d'analgésie ou même d'anesthésie sur la zone souhaitée, qui sera bien sûr transitoire. Ah, sur la zone souhaitée uniquement. Sur la zone souhaitée. Ça, c'est utilisé en dentaire, par exemple. De voir la personne en amont et elle crée cette sensation, voilà, pour pouvoir dévitaliser, pourquoi pas même arracher, ou un soin lambda, et c'est fait en amont. Donc, de plus en plus de dentistes proposent et forment leur assistante dentaire pour qu'elle puisse justement voir les personnes en amont et l'assistante puisse accompagner la personne pendant le soin. J'ai entendu aussi, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, ça, on aurait pu faire des interventions en chirurgie cardiaque sous hypnose ? Oui, ça a été fait. Lesquelles ? Oui. Poser des stents, par exemple, quoi ? Pose de stents, cela peut, de mémoire, il peut quand même y avoir une anesthésie quand même à côté. En sachant que la pose de stent génère aussi beaucoup d'anxiété. En fonction de la localisation du stent, pendant la pose, il peut y avoir une très vive douleur qui peut même s'apparenter à la douleur que la personne a ressentie pendant potentiellement un infarctus. Donc l'hypnose va aider aussi à diminuer cette anxiété. Oui, c'est un auxiliaire important. Exactement. Oui. Mais il y a eu des opérations à cœur ouvert. Alors je ne saurais vous dire exactement. Oui, j'ai entendu ça, mais je ne suis pas allé voir exactement. Oui. Il y avait un très beau reportage sur l'opération vraiment en direct. C'était en Chine, me semble-t-il, il y a quelques années, où c'était incroyable de voir vraiment le cœur ouvert et la personne qui verbalisait. Aussi en neurologie. Oui. L'état de conscience permettait de visualiser directement quelle zone était fonctionnelle ou atteinte. Oui, c'est tout à fait des applications importantes. Exactement. Enfin, pour finir, un certain nombre de questions diverses. Je crois que beaucoup vous en ont posé hier. Malheureusement, je n'avais pas pu être présent à votre conférence. Des questions diverses. Quel est le rapport avec le rêve, entre rêve et hypnose? Est-ce que l'on rêve? Je dirais que le rêve est un rêve et l'hypnose est l'hypnose. D'accord. Il n'y a pas forcément de rapport. Par contre, on peut, oui, en hypnose, revivre un rêve ou faire revenir le rêve, notamment pour des rêves qui dérangent. Donc le faire revenir et le modifier, par exemple. Est-ce que on se souvient de ce que l'on a dit sous hypnose? Oui. Alors après, la plupart du temps, oui. Il se peut que certaines personnes, si la séance dure longtemps, il y ait des petits moments où la personne ne se rappelle plus. Mais généralement, oui, vous vous souvenez de tout. On ne peut pas donner des informations et ensuite les oublier. Alors aussi, beaucoup de personnes certains en tout cas, ou certaines, ont peur de l'hypnose en se disant on va pouvoir influencer ma pensée et faire que moi je vais dire des choses une fois réveillé que je crois penser pour moi-même alors que finalement on me les a suggérées. Qu'en est-il?
effectivement, c'est une crainte assez régulière que la personne prenne le contrôle de mon esprit. Oui. Alors non, en tout cas moi je ne le fais pas. Je vous dirais que c'est comme tout, ça dépend peut-être aussi de l'intention du praticien. On ne peut pas, en une séance, on ne va pas pouvoir contrôler une personne de cette façon. Par contre, quelqu'un de mal intentionné pourrait effectuer une sorte de conditionnement au fur et à mesure sur quelqu'un qui pourrait avoir une faiblesse ou qui pourrait un petit peu idolâtrer peut-être le praticien, Ouais. je ne sais pas, mais vous avez là-dessus, pour ne pas citer Netflix, Darren Brown qui a fait un reportage là-dessus très très intéressant justement sur la manipulation avec l'hypnose. Pour moi, on m'a toujours appris c'est sur Netflix. pas manipuler. Ça tourne sur Netflix en ce moment? Oui. Oui. En ce moment, Darren Brown. Darren Brown. Brown, c'est B-R-O-W-N. D'accord. Et Monsieur Brown démontre justement, et c'est pour ça que on décrit quand je dis que avec l'hypnose on peut manipuler. D'accord. Il le montre très bien. D'accord. Voilà. Normalement, il y a des règles d'éthique bien strictes. Je pense, à partir du moment où vous pouvez suggérer, entre guillemets, vous suggérez pas, vous je sais, mais en tous les cas, poser des questions qui pourraient, mais vous agissez à votre façon, mais il y a des règles d'éthique qui sont importantes et qui font que un praticien, c'est une grande responsabilité. Mais des règles d'éthique existent quand on signe une charte, quand on a un diplôme. Oui. On nous oblige à suivre des règles. Oui. Là, en hypnose, c'est le grand débat et un débat qui mériterait qu'on s'y penche peut-être plus. Oui, c'est important. Tout le monde peut s'installer avec toutes les intentions différentes, avec ou sans éthique. Ce qui fait que je vois des fois des personnes qui m'en parlent et qui ont vu des praticiens qui abusent finalement de cet outil, qui abusent, qui clairement ponctionnent vraiment de l'argent et qui se permettent de travailler comme un psychologue que l'on n'est pas. Oui, d'accord. Nous ne sommes pas psychologues. En forçant la personne à chercher dans son passé, dans son enfance. Et j'insiste sur le fait qu'en hypnose, nous travaillons avec l'objectif de la personne. Nous ne détenons pas le savoir que la problématique vient de tel ou tel moment de vie. Non, nous ne sommes pas psychanalystes, ce n'est pas notre travail, nous ne sommes pas psychologues, nous aidons la personne à avancer vers un objectif. Et ça, c'est réellement important. Oui. Certaines personnes me disent avoir fait de l'hypnose et que le praticien leur a, sans demander leur accord, emmené dans leur enfance, revivre des traumatismes ou suggérer qu'il y avait eu des traumatismes. Vous adhérez totalement à l'accord du patient, à ce que veut le patient, c'est ça. Mais oui, mais vous savez, les êtres humains sont les êtres humains, qu'ils soient médecins, qu'ils soient dans le domaine de l'hypnose, ou qu'ils soient dans n'importe quel domaine, eh bien, il y a des déviances, en quelque sorte. Alors, bien sûr. on pourrait vous demander, je vous l'avais demandé avant quand on prépare ces entretiens, est-ce que vous auriez un message à transmettre à nos auditrices et nos auditeurs? Le message, ce serait, avant si vous souhaitez faire de l'hypnose, c'est d'abord de vous renseigner sur la personne, ne pas hésiter à demander le parcours de la personne, sa façon de travailler, même de la voir au téléphone, ou demander de se rencontrer avant. Ça, c'est possible aussi. Et bien, comme dans beaucoup d'endroits, fonctionner aussi avec le bouche à oreille. De demander à la pharmacie selon des adresses. Ou à d'autres thérapeutes, des psychologues, pour s'assurer et de demander, surtout, ça c'est vraiment important, le tarif avant une séance. Ok. Il y a ces petits points de vigilance, on va dire. D'accord. Donc nous allons achever cet entretien qui a été assez long pour la deuxième chronique, mais bon, on a laissé partir ce qui était intéressant de continuer sans couper. Et pour conclure, eh bien moi je dirais, Jean-Claude pourra peut-être aussi compléter ce que je dis là. On pourrait dire que l'hypnose est un auxiliaire qui peut être fort utile au niveau
thérapeutique, indépendamment et au niveau de la psychothérapie, et indépendamment des aspects spectacles que l'on n'a pas abordés. Merci beaucoup, Marie Chaperon, pour ce long entretien avec vous. On vous souhaite une bonne continuation. On a apprécié, et Jean-Claude me l'a dit encore l'autre jour, votre conférence d'hier. Et donc on se permettra de mettre, si vous le voulez bien, votre mail. Oui. À la fin, on fait toujours un petit article. Donc nos auditrices et nos auditeurs auront votre mail et pourront se renseigner plus avant. D'accord ? Ok. On vous souhaite une très très bonne journée, Marie. Et Merci, vous aussi, Jean-Claude aussi se joint. Merci à vous. Se joint à moi et l'UTL a été très content, ce que me disait Jean-Claude, de pouvoir vous recevoir. Bonne journée et à bientôt.